Dans la nuit du golfe Persique, la base aérienne Prince Sultan est allumée. Pas par des projecteurs, par des explosions. Les gardiens de la Révolution ont publié un communiqué d'une précision militaire inhabituellement détaillée. Leurs forces, écrivent-ils, ont détruit les systèmes de défense antimissiles de la base, ont pénétré le périmètre de sécurité d'Al-Kharj avec des missiles à propergol solides et liquides, ont ciblé la flotte de ravitaillement et de soutien aérien stationnée sur le tarmac, avec un barrage combiné de missiles et de drones, 12 soldats américains blessés, des avions de ravitaillement endommagés, la base la plus stratégique des États-Unis dans la région touchée, en plein cœur de sa capacité opérationnelle. Et les médias vous ont dit quoi? Que des soldats américains avaient été blessés dans une frappe, que la situation était sous contrôle, que les opérations se poursuivaient normalement. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est ce que la frappe sur Prince Sultan signifie réellement. Pas pour les 12 blessés, leur souffrance est réelle et mérite d'être nommée, mais pour la capacité des États-Unis à continuer cette guerre dans les conditions qu'ils s'étaient fixées. Parce que Prince Sultan n'est pas une base parmi d'autres. C'est la colonne vertébrale logistique de toute l'opération Epic Fury. Et ce matin, cette colonne vertébrale vient d'être fracturée. Salut à tous, je suis Olivier Dargent, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait. On continue. Commençons par ce que les médias n'ont pas expliqué. Pas le bilan de blessés, pas les images de fumée sur le tarmac, mais ce qu'est réellement la base aérienne Prince Sultan et pourquoi sa frappe est d'une nature radicalement différente de toutes les frappes précédentes. La base Prince Sultan, implantée à Al-Kharj, à environ 80 km au sud-est de Riyad, n'est pas une installation militaire comme les autres dans la région. Elle est le hub logistique central de l'opération Epic Fury. Concrètement, cela signifie 3 choses. Premièrement, c'est depuis Prince Sultan que partent et reviennent les avions de ravitaillement en vol qui permettent aux chasseurs bombardiers américains de mener des missions longue distance sur l'Iran. Sans ravitaillement en vol, les F-15, F-22 et F-35 opérant depuis les porte-avions et les bases régionales voient leur rayon d'action réduit de façon drastique. Ils ne peuvent plus atteindre certaines cibles profondes en territoire iranien. Deuxièmement, Prince Sultan abrite les avions de commandement et de contrôle, les E-3 Sentry et E-8 Joint Stars, qui coordonnent l'ensemble des opérations aériennes sur le théâtre. Ces avions sont les cerveaux volants de l'opération. Ils voient tout, ils coordonnent tout. Ils permettent à des dizaines d'appareils de manœuvrer simultanément, sans se gêner et sans se faire abattre par erreur. Troisièmement, Prince Sultan est le point d'entrée logistique principal pour les munitions de précision, les pièces de rechange et le matériel de maintenance acheminés depuis les États-Unis. C'est par cette base que passe une fraction significative de la chaîne d'approvisionnement qui maintient l'opération en régime opérationnel. Frapper Prince Sultan, c'est frapper simultanément la capacité de rayon d'action des chasseurs, la coordination des opérations aériennes et la chaîne d'approvisionnement en munitions. Ce n'est pas une frappe de représailles symbolique. C'est une frappe chirurgicale sur le système nerveux logistique de la guerre américaine. Et les gardiens de la Révolution le savent parfaitement. Leur communiqué ne parle pas de victimes civiles, ne revendique pas de destruction de matériel non stratégique. Il parle précisément et exclusivement de la flotte de ravitaillement et de soutien aérien. Ce ciblage précis dit qu'ils connaissent la valeur opérationnelle de ce qu'ils ont frappé. Le Wall Street Journal, citant des responsables militaires américains sous couvert d'anonymat, a confirmé que des avions de ravitaillement KC-135 et KC-46 avaient été endommagés lors de la frappe. Ces appareils, dont chaque unité représente plusieurs centaines de millions de dollars et des mois de délai de remplacement, ne sont pas stockés en quantité illimitée dans la région. Chaque KC-135 endommagé est une réduction immédiate et mesurable de la capacité de projection aérienne américaine sur l'Iran.
Ce que le Pentagone appellera dans son prochain communiqué des dommages limités, les planificateurs de l'opération Epic Fury appellent une dégradation significative de la capacité opérationnelle. Arrêtons-nous maintenant sur la phrase la plus importante du communiqué des gardiens de la Révolution. Pas le bilan, pas les cibles. La phrase qui précède, ils ont détruit les systèmes de défense antimissiles avant de pénétrer la base. Cette séquence, destruction des défenses, puis pénétration, n'est pas une formule rhétorique. C'est la description d'une opération en 2 temps qui représente un saut qualitatif considérable par rapport aux frappes précédentes sur les bases américaines. Jusqu'ici, les frappes iraniennes sur les installations américaines et saoudiennes frappaient malgré les défenses, en les saturant, en les contournant par les trajectoires, en exploitant les fenêtres de vulnérabilité. Cette frappe a d'abord neutralisé les défenses, puis frappé librement dans l'espace ainsi ouvert. Voici la mécanique de cette séquence telle qu'elle peut être reconstituée depuis les données disponibles. Phase 1. La suppression des défenses. Les gardiens ont utilisé des missiles anti-radiation. Ce sont des missiles conçus spécifiquement pour cibler les émissions électromagnétiques, des radars et des systèmes de guidage des batteries antimissiles. Quand un radar émet pour détecter des menaces entrantes, il produit un signal qui peut être tracé à la source. Un missile anti-radiation suit ce signal jusqu'à l'émetteur et le détruit. Les États-Unis utilisent eux-mêmes cette technologie depuis des décennies. Le missile ARM en est l'exemple le plus connu. L'Iran a développé ses propres variantes, dont le missile Yassir et des dérivés plus récents dont les caractéristiques techniques restent partiellement classifiées. En neutralisant les radars de la batterie de défense de Prince Sultan en premier, l'Iran a rendu aveugle la défense antimissile de la base avant même que les missiles principaux n'arrivent. Une défense antimissile sans radar est un système qui ne peut pas fonctionner. C'est, dans le vocabulaire militaire, un tir dans le noir. Phase 2, la pénétration libre. Avec les radars neutralisés, les missiles balistiques à propergol solide et liquide, des vecteurs rapides, difficiles à intercepter même dans des conditions idéales, ont eu accès au tarmac sans avoir à traverser une défense active. Ils ont frappé les avions de ravitaillement stationnés, des cibles de grande taille, immobiles, sans capacité d'évitement. La combinaison de missiles à propergol solide et liquide dans la même frappe n'est pas anodine. Les missiles à propergol solide sont lancés instantanément, sans phase de préparation visible. Les missiles à propergol liquide, moins rapides à lancer, permettent des charges utiles plus importantes et des trajectoires plus complexes. Les mélanger dans la même salve crée une fenêtre temporelle d'arrivée des impacts plus large, compliquant la coordination d'une éventuelle contre-mesure défensive d'urgence. L'Atlantic Council, dans une note d'analyse publiée cette semaine sur l'évolution des tactiques iraniennes, a décrit cette combinaison comme une signature de planification opérationnelle de niveau avancé. Ce n'est pas le schéma d'une armée qui improvise, c'est le schéma d'une armée qui a planifié, simulé et exécuté une opération complexe en plusieurs phases. Fox News, dans un segment de cette nuit, a cité un ancien général de l'US Air Force avec une franchise inhabituellement directe pour ce média. Sa formulation exacte, si les rapports sur la séquence suppression puis frappe sont confirmés, nous avons affaire à un niveau de sophistication tactique iranienne que nos plans de protection des bases n'avaient pas anticipé à cette échelle. Ce que le Pentagone appelle une frappe sur une installation américaine, les manuels de tactique militaire appellent une opération de suppression des défenses de surface réussie. 12 soldats américains blessés. C'est le chiffre qui a été communiqué. C'est le chiffre qui a été repris par l'ensemble des médias. Et c'est le chiffre derrière lequel il faut regarder pour comprendre ce qui se passe réellement. Commençons par l'histoire récente des bilans officiels dans ce conflit. Le 8 janvier 2020, après l'assassinat du général Soleimani, l'Iran avait frappé la base d'Aïn al-Assad en Irak. Le Pentagone avait d'abord annoncé 0 victime, puis un blessé, puis quelques blessés. Puis, au fil des semaines, le bilan avait progressivement atteint 110 soldats souffrant de traumatismes crâniens. La catégorie médicale que l'armée américaine avait initialement refusé de comptabiliser comme blessure de guerre. Cette progression, 0, puis quelques-uns, puis plus de 100,
n'était pas un mensonge délibéré dans sa phase initiale. C'était le reflet d'un système de reporting militaire qui prend du temps à consolider ses données, combiné à une tendance institutionnelle à minimiser les bilans dans les premières heures pour éviter l'escalade politique. Ce précédent doit être gardé en tête quand on lit le chiffre de 12 blessés ce matin. 12, c'est le nombre communiqué dans les premières heures. C'est un chiffre qui sera peut-être revu à la hausse dans les jours qui viennent, comme ce fut le cas après Aïn al-Assad. Peut-être pas, mais le précédent existe et il est documenté. Au-delà du nombre, il y a la nature des blessures. Des sources proches des services médicaux militaires américains, citées anonymement par des correspondants spécialisés en défense, indiquent que plusieurs des blessures consistent en des traumatismes liés au souffle des explosions, des blast injuries. Ces traumatismes, dont les effets neurologiques peuvent se manifester avec un délai de 24 à 72 heures, sont précisément ceux qui avaient été sous-comptabilisés après Aïn al-Assad. Il y a un troisième niveau à ce chiffre de 12, la nature des personnels blessés, pas des soldats d'infanterie, des personnels techniques, mécaniciens, techniciens avioniques, équipage de ravitaillement. Ces personnels sont parmi les plus difficiles à remplacer rapidement sur un théâtre d'opération extérieur. Un mécanicien spécialisé sur KC-135, c'est des années de formation. Ce n'est pas un soldat qu'on peut remplacer en 48 heures par rotation. La perte de 12 techniciens spécialisés, même temporairement pour blessure, est une réduction de la capacité de maintenance et d'opération des avions endommagés qui s'ajoute aux dommages matériels eux-mêmes. Le Washington Post a rapporté cette nuit que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait été briefé en urgence dans les heures suivant la frappe. Un briefing d'urgence du secrétaire à la Défense pour 12 blessés, ce n'est pas une procédure standard. C'est la procédure d'une frappe dont les implications opérationnelles dépassent significativement son bilan humain immédiat. Ce que l'administration américaine présente comme un incident gérable, ses propres procédures de crise révèlent comme une frappe d'importance stratégique majeure. Cette frappe sur Prince Sultan n'est pas seulement une frappe sur l'armée américaine, c'est une frappe sur le sol saoudien, sur une base qui opère depuis le territoire du royaume, et cette dimension saoudienne de la frappe est peut-être plus importante géopolitiquement que sa dimension américaine. Rappelons le contexte. L'Arabie saoudite n'a jamais officiellement autorisé les États-Unis à utiliser Prince Sultan pour des frappes offensives contre l'Iran. La présence américaine sur cette base est présentée officiellement comme défensive. Protection du territoire saoudien, coordination régionale, logistique de soutien. Non offensive. Cette distinction officielle, présence défensive, pas offensive, permettait à Riyad de maintenir une ambiguïté stratégique, d'accueillir les Américains sans être formellement co-belligérants dans leur guerre contre l'Iran, de parler en coulisses à Téhéran via des canaux diplomatiques tout en abritant la logistique de la guerre américaine contre Téhéran. L'Iran vient de rendre cette ambiguïté intenable en frappant Prince Sultan avec la précision et la revendication publique que nous avons analysées. Les gardiens de la Révolution ont envoyé à Riyad un message d'une clarté stratégique absolue. Il n'y a pas de distinction entre héberger la logistique d'une guerre et participer à cette guerre. Si vos avions de ravitaillement décollent de votre sol pour permettre des frappes sur nos villes, votre sol est un théâtre de guerre. Cette déclaration implicite place le gouvernement saoudien devant un choix que Riyad repousse depuis le début du conflit avec toute son habileté diplomatique. Continuer à accueillir Prince Sultan dans ces conditions actuelles, c'est accepter que le territoire saoudien reste une cible légitime pour les gardiens de la Révolution, avec des avions endommagés ce matin, avec des soldats américains blessés sur son sol, avec une responsabilité politique devant sa propre opinion publique pour une guerre qu'il n'a pas officiellement déclarée. Renégocier les conditions de la présence américaine, limiter les opérations offensives depuis Prince Sultan, forcer une séparation visible entre logistique défensive et soutien aux frappes, c'est entrer en confrontation avec Washington à un moment où le Royaume a besoin de la garantie sécuritaire américaine plus que jamais. Les deux options sont douloureuses. Et le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui a construit sa réputation sur sa capacité à naviguer entre les puissances sans jamais choisir définitivement, se trouve pour la première fois dans une position où l'ambiguïté est devenue trop coûteuse pour être maintenue.
Des sources diplomatiques, citées par Reuters, indiquent que des contacts d'urgence ont été établis entre Riyad et Washington dans les heures suivant la frappe. Le contenu de ces contacts n'a pas été divulgué, mais le fait qu'ils aient eu lieu en urgence avant même la fin de la nuit dit que quelque chose dans la relation saoudo-américaine est en train d'être renégocié. Ce que Washington appelle la solidarité de l'alliance avec l'Arabie saoudite, Riyad commence à appeler le prix de l'hébergement. Revenons à la dimension purement militaire et opérationnelle, parce que derrière les 12 blessés, derrière la relation saoudo-américaine, derrière les communiqués des gardiens de la Révolution, il y a une question concrète dont la réponse va définir la capacité des États-Unis à maintenir le rythme actuel de l'opération Epic Fury dans les semaines qui viennent. Combien d'avions de ravitaillement ont été endommagés et combien de temps faut-il pour les réparer ou les remplacer ? La flotte de ravitaillement en vol américaine dans la région se compose principalement de KC-135, Stratotanker et de KC-46 Pegasus. Ces appareils sont le multiplicateur de force invisible de toute opération aérienne à longue portée. Sans eux, un F-35 opérant depuis un porte-avions dans le golfe d'Oman a un rayon d'action de 1100 km environ. Avec une ou deux passes de ravitaillement, ce rayon double ou triple, permettant d'atteindre des cibles profondes en Iran que la géographie rendrait autrement inaccessibles depuis les positions actuelles. Chaque KC-135 endommagé est donc une réduction directe du rayon d'action opérationnel de l'ensemble de la force aérienne américaine dans la région. Le délai de réparation d'un KC-135 endommagé par des fragments de missiles varie selon l'étendue des dégâts. Pour des dommages légers sur la cellule ou les systèmes, quelques jours à quelques semaines. Pour des dommages sur les moteurs ou les systèmes de transfert de carburant, plusieurs mois. Pour les appareils dont la cellule structurelle est compromise, un retrait du service. Pendant ce délai, les missions qui dépendaient de ces appareils doivent soit être annulées, soit être réorganisées avec une flotte réduite qui allonge les temps de rotation et réduit le nombre de sorties simultanées possibles. Le nombre exact d'appareils endommagés n'a pas été officiellement communiqué. Les médias américains parlent de plusieurs appareils sans préciser. Ce flou lexical, plusieurs, est lui-même une information. Dans le langage de communication militaire américaine, plusieurs, signifie généralement plus de 2 et moins de 10. Même en retenant l'hypothèse basse de 3 appareils endommagés, la réduction de capacité est immédiatement mesurable. L'économiste et analyste de défense Todd Harrison, dont les travaux sur la logistique militaire américaine font référence dans les milieux de défense, a estimé dans une note publiée cette nuit que la dégradation de la flotte de ravitaillement à Prince Sultan, si elle est confirmée à l'échelle décrite par les sources disponibles, représente une contrainte opérationnelle réelle sur le rythme des frappes profondes en Iran dans les 2 à 4 semaines à venir. 2 à 4 semaines de contraintes opérationnelles sur les frappes profondes. Dans un conflit que Trump avait annoncé vouloir conclure en 4 semaines totales et dont nous entrons maintenant dans la 5e, cette contrainte logistique n'est pas un détail. C'est un facteur qui modifie les calculs de toutes les parties. L'Iran n'avait pas besoin de détruire l'armée américaine pour modifier le rapport de force. Il lui suffisait de dégrader suffisamment la logistique pour rendre les frappes profondes, plus difficiles, plus coûteuses et moins fréquentes. Ce que le Pentagone appelle une frappe sur une installation de soutien, les stratèges iraniens appellent une attaque sur le tendon d'Achille de l'opération. Il y a quelque chose que cette frappe sur Prince Sultan révèle que ni les communiqués officiels américains ni les analyses mainstream ne peuvent formuler sans se contredire. Depuis le début de ce conflit, l'armée américaine a présenté ses bases dans la région comme des plateformes de projection de puissance inattaquables ou quasi inattaquables. Des forteresses logistiques entourées de défenses antimissiles sophistiquées opérées par les meilleures forces armées du monde, à l'abri des capacités iraniennes. Cette nuit, l'Iran a frappé la base la plus importante de cette architecture logistique. Il a d'abord détruit ses défenses, puis il a pénétré librement son tarmac, il a endommagé les avions qui permettent aux autres avions de frapper l'Iran. Et il a blessé 12 soldats américains sur le sol d'un pays qui n'est officiellement pas en guerre. Ce n'est pas la destruction de l'armée américaine, personne ne prétend cela.
Mais c'est quelque chose que les stratèges qui ont planifié Epic Fury n'avaient pas modélisé comme scénario probable dans leurs premières semaines. Et ce quelque chose s'appelle la vulnérabilité logistique. L'Iran ne gagne pas cette guerre en battant l'armée américaine sur le champ de bataille. Il la rend plus difficile, plus coûteuse, plus lente, jusqu'au point où la pression politique intérieure aux États-Unis, dans les pays alliés et dans les monarchies du Golfe crée une fenêtre de sortie que les bombes seules n'auraient pas ouverte. Prince Sultan, ce matin, est une brique de plus dans ce mur d'épuisement que l'Iran construit méthodiquement depuis 25 jours. L'Iran n'a pas attaqué une base américaine. Il a attaqué la capacité américaine de continuer cette guerre au même rythme. Ce n'est pas la même chose. Dans les prochaines heures, la réponse américaine à cette frappe va dire quelque chose d'essentiel sur l'état réel du rapport de force. Est-ce que Washington frappe plus fort pour montrer que la frappe sur Prince Sultan ne change rien ? Est-ce que l'Arabie Saoudite renégocie les conditions de la présence américaine sur son sol ? Est-ce que la dégradation de la flotte de ravitaillement force une pause dans les frappes profondes sur l'Iran ? Chacun de ces scénarios a des conséquences différentes sur la trajectoire du conflit. Je serai là pour les analyser avec vous, en temps réel, sans les filtres des médias mainstream. Abonnez-vous, partagez. Chaque analyse indépendante partagée est une information qui circule en dehors des narratives officielles. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cette frappe sur Prince Sultan va forcer l'Arabie Saoudite à renégocier les conditions de la présence américaine sur son sol ? Je lis tout, je réponds à tout. À très bientôt.